Bonus. Trax. Parmi les nombreux néologismes engendrés par le monde du hobby, il y en a un qui revient souvent, le Hero Hammer. Mais au juste, en quoi cette tendance qu'ont les univers de Warhammer à se passionner pour des héros surpuissants a-t-elle considérablement influencé nos wargames préférés? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce nouvel épisode du Landrider. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 39 du Landrider. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un petit peu différente des deux dernières, puisque, souvenez-vous, nous sommes rentrés dans les détails de la garde impériale, nous avons présenté une faction comme on en a l'habitude, mais cette fois, pour cet épisode de pré-rentrée, on va dire, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous proposer d'explorer un thème presque philosophique pour le hobby, et ce thème, c'est celui du néologisme que je vous citais en introduction, le fameux Hero Hammer. Héros d'un côté et Hammer bien sûr pour Warhammer, cette tendance que les univers de Warhammer ont à effectivement se pencher sur des personnages puissants, voire même surpuissants. Du coup on va parler de ça, on va parler de jeux, on va parler de lore, on va parler aussi de figurines, vous allez le voir, c'est pas forcément qu'un épisode sur les mécaniques de jeu, ce qu'on pourrait peut-être un petit peu imaginer quand on connaît le terme de Hero Hammer, et puis on va aussi un peu se pencher sur le cas d'Age of Sigmar. On va pas parler que de Warhammer 40 000 pour cet épisode, ou même que de Age of Sigmar, ça va être un épisode un peu plus transversal. Les présentations étant faites, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en se demandant finalement qu'est-ce que c'est le Hero Hammer, ou plutôt d'où ça vient. Alors historiquement, d'après mes recherches, j'ai pu remonter ce terme de Hero Hammer à la 4e édition de Warhammer Fantasy Battle. Donc, vous en doutez, ça date un petit peu maintenant. Et à l'époque, on avait des personnages archi puissants à Warhammer Fantasy Battle, à Warhammer Battle comme on dit ici en France. Des persos ultra vénères, très élites, qui pouvaient l'emporter sur tout ce qu'ils pouvaient, n'importe quelle unité leur tombait sous la main, ils avaient suffisamment de capacités martiales, magiques, etc. pour l'emporter. Donc, typiquement, on avait de très gros héros à dos de dragon qui étaient équipés de sorts ou d'artefacts qui étaient eux-mêmes très puissants. Donc du coup, le monstre était puissant, le cavalier était puissant, et ce que le cavalier portait était lui aussi puissant. Je vous laisse imaginer la bouillie que ça laissait au pied de ce fameux bestiau. Alors comme on peut s'en douter, ça a pas mal frustré les joueurs et les joueuses de l'époque, mais avec un petit peu de recul, on peut se dire que finalement, cette tendance à avoir des persos extrêmement puissants, c'est peut-être un héritage du jeu de rôle, du JDR, puisque Warhammer Battle comme Warhammer 40 000 sont des dérivés, des héritiers du jeu de rôle. À l'époque, dans les années 80, à vrai dire, en fait, le wargame d'un côté et le jeu de rôle, ça n'avait pas vraiment de sens, c'était un seul et même hobby, et puis des mécaniques venaient de l'un vers l'autre, et vice-versa, et du coup, on pouvait obtenir des mélanges plus ou moins heureux, et peut-être que le Hero Hammer était finalement une sorte de reliquat de cette nature JDR qu'avaient les premières éditions de Fantasy Battle et même Warhammer 40 000, puisque si on se penche sur le sombre millénaire, on apprend que l'époque du Hero Hammer pour 40 000, c'était surtout la V2. Alors à vrai dire, pour Warhammer 40 000, c'est un petit peu différent, puisque la première édition était quasiment un JDR, la deuxième édition est donc presque la première à être un wargame à part entière, c'est là qu'apparaissent les codex, des listes beaucoup plus formelles et un jeu tourné effectivement vers l'affrontement entre deux joueurs plutôt que la réalisation par deux joueurs ou plus d'un scénario, on va dire, plus narratif ou plus amusant. Là, il était question de compétition, et pour s'affronter dans cette compétition, effectivement, on avait parfois recours à des personnages qui étaient extrêmement puissants, et là aussi, ça a créé quelques frustrations.
Alors maintenant qu'on sait un petit peu d'où ça vient historiquement, quelle définition on pourrait donner du Hero Hammer? Alors je m'y suis essayé pour les besoins de cet épisode, vous en doutez, et ce que j'ai réussi à retenir, eh bien c'est que le Hero Hammer, c'était un avantage qui était d'abord ludique, mais qui pouvait aussi être visuel et narratif, et cet avantage il est donné aux personnages des univers de Warhammer, donc aux dépens de toutes les unités qu'ils sont censés commander. Il s'exprime à travers des gammes de personnages toujours plus larges, des histoires toujours plus farfelues, mais surtout des mécaniques de jeu qui mettent tous ces héros à part entière de la somme des unités disponibles à Warhammer 40 000 comme à Age of Sigmar aujourd'hui. Et effectivement, cette tendance s'incarne un petit peu moins dans les dérivés de ces deux jeux, des jeux d'escarmouche, même si on peut avouer qu'à Warcry ou même à Kill Team, on peut avoir des leaders d'unités qui sont beaucoup plus burnés que les autres. On peut aussi ajouter que le Hero Hammer, eh bien, ça concerne aussi bien des héros nommés ou épiques, comme on les appelle de nos jours, par exemple un primarque démon comme Mortarion ou le prophète Eldrad Ultran pour les Eldar, comme des personnages génériques, par exemple un chevalier maréchal des Guildes franches à Age of Sigmar, ou même une chanoinesse à Warhammer 40 000 qui n'auraient pas forcément de nom dédié, mais qui sont des personnages que vous allez pouvoir utiliser en tant que leader de vos armées. Et j'en ai utilisé, vous vous en doutez, un paquet de ces personnages, puisque moi j'ai commencé mon expérience dans le hobby en V3, mais du coup, eh bien, la V3, elle est justement connue pour avoir un petit peu tué, ou du moins limité, le Hero Hammer. Ça a été un des très gros efforts de cette édition mené par le truculent Andy Chambers. Effectivement, à l'époque, il était question de ramener un petit peu les unités sur le devant de la scène, et les personnages, eh bien, étaient adjoints à ces unités-là, et n'étaient pas forcément capables, de leur côté, seuls, de gérer une unité adverse. Alors, cette tendance s'est poursuivie en V4, et c'est vraiment à cette époque-là que ma passion dévorante pour Warhammer 40 000 a commencé, et je me souviens quand même avoir eu envie de posséder des héros nommés, des héros épiques, parce que à l'époque, je dois bien le dire, ils étaient assez rares. Je jouais à les Ultramarines et donc j'avais très envie d'avoir un petit Marneus Calgar sur un socle de 25 mm, et oui, c'était l'époque. Finalement, il n'était pas si différent des autres Space Marines, mais on avait envie de l'avoir pour une partie plus épique que les autres encore. Après, c'est vrai que j'avais déjà ce côté bidouilleur, et à l'époque, on avait des blisters de figurines en métal. Parfois aussi, si on était chanceux, et c'était le cas des Space Marines qui ont toujours eu beaucoup de références, des kits plastiques qui permettaient d'assembler des persos génériques. Par exemple, un capitaine Space Marine. Moi, honnêtement, ce kit du capitaine Space Marine qui est apparu, si je ne dis pas de bêtises, sous la 4e édition, avec des bras, des têtes alternatives, des équipements différents, ces casques, cette cape, franchement, c'est un de mes kits préférés all time pour Warhammer 40 000 parce qu'il permettait d'aller finalement dans la direction de ce Hero Hammer, mais en créant son propre capitaine. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et que c'est un moyen, on va le voir, finalement de nuancer cette tendance de manière assez habile. Puis arrivé la V5, et alors là en V5 je commençais à jouer un petit peu, et c'est sûr que, on a vu réapparaître une forme de Hero Hammer mais un petit peu différente. Je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas le souvenir particulièrement que les personnages étaient plus puissants que leurs unités, mais il est certain que ces personnages étaient toujours plus nombreux. La V5, à chaque codex, on avait le droit à 2 nouveaux personnages, c'est-à-dire qu'on reprenait les héros des codex précédents et on en ajoutait d'autres, parfois même des personnages Kuntas, des personnages proxy, des personnages à faire soi-même ou à convertir soi-même, qui étaient en fait des personnages qui avaient un nom, une histoire, une fiche d'unité, mais qui n'avait pas de figurine dédiée. Je pense par exemple, pour mon illustre codex Garde Impériale, Astra Militarum, en 5e édition, il y avait un certain Lucas Bastogne, et c'était un sergent cadien que vous pouviez ajouter à une unité de cadien. Alors pas franchement le perso qui va le plus peser dans la balance, vous vous en doutez, mais par exemple avec les Blood Angels, c'est là qu'est arrivé Astoras, le Sanguinor, qu'on a revu récemment, avec les Eldar Noirs, on avait tout un tas de personnages aussi qui existaient avant, peut-être comme Vect, comme Drazar, mais on en avait des nouveaux qui n'avaient pas de figurines et qu'on pouvait assembler. Globalement, édition V5 et peut-être un petit peu début de V6, on avait beaucoup de personnages, même les Nécrons, qui sont complètement repensés à cette époque-là. Comme vous le savez, si vous avez écouté notre épisode sur cette faction,
eh ben, il commence à avoir des personnages nommés là où il n'en avait pas. C'était aussi le cas des Tyrannides. Donc il y a un vrai focus sur les personnages à ce moment-là, qui ne s'incarnent pas forcément dans des personnages surpuissants, encore que j'imagine qu'ils avaient quand même de quoi se défendre, mais plus dans une espèce de multiplication au sein des codex, au sein des listes. On avait accès à toujours plus de héros. Je vais faire ensuite un grand saut en avant dans le temps pour arriver à Age of Sigmar et puis la V8 et la V9 de Warhammer 40 000. Donc ça, c'est les années, on va dire, 2015 jusqu'à 2020. Ces jeux-là sont finalement très portés sur les héros, de nouveau. Ils ont gardé une partie des tendances des éditions précédentes et Age of Sigmar spécifiquement s'est tout de suite lancé avec énormément de héros, que ce soit dans sa boîte de lancement, mais aussi dans la nature même de cet univers dans lequel on nous proposait de jouer des dieux ou des demi-dieux sur table, ce qui était quand même plutôt nouveau pour les mondes de Warhammer. Et puis, si vous connaissez bien Warhammer 40 000, vous savez très bien, en V8 et en V9, on avait des machines à peindre, on avait des gros tons, comme on appelle ça dans le jargon du milieu, des personnages extrêmement puissants, extrêmement burnés, capables de faire tomber pas mal de figurines. Alors certes, des espèces de demi-dieux là aussi, puisque c'est le retour des Primarques sur le devant de la scène, mais aussi des personnages qui sont peut-être un peu plus mortels, mais qui pouvaient quand même avoir des lignes d'attaque assez terrifiantes. Et je pense notamment en V9, où on était arrivé à un niveau de nombre d'attaques et de dommages infligés par coups de poing ou coups d'épée, qui était proprement effrayante. Et c'est vrai que c'était assez marrant. J'ai un bon souvenir, par exemple, d'un affrontement avec mon ami Julien où on avait fait un duel entre Abaddon, d'une part, de la Black Legion et le Primarque des Ultramarines, notre cher Robout Guilliman. Et Robout Guilliman avait mordu la poussière, mais il pouvait se relever à cette époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais du coup, effectivement, on se mettait des grands pains dans la gueule. C'était quand même assez joyeux. Mais il faut bien le dire, maintenant qu'on a un petit peu de recul et qu'on est passé dans une version 10 un petit peu différente, où les personnages sont de nouveau adjoints à des unités, eh bien, que ça a été peut-être un petit peu trop loin. Actuellement, je trouve que à Warhammer 40 000, on a trouvé une sorte d'équilibre par rapport à cette tendance du Hero Hammer. Je trouve que cet équilibre, il est tout simple en fait. Il vient effectivement dans cette capacité qu'ont les personnages à rejoindre une unité et en retour lui donner un bonus qu'on appelle buffer l'escouade qu'ils rejoignent. Et parfois même, eh bien, l'escouade buff le héros en retour. Donc on nous incite à jouer comme ça des personnages qui rejoignent une unité et un petit peu moins des électrons libres, même si les électrons libres existent encore aujourd'hui, comme par exemple des assassins qui sont plus solitaires ou on va dire des espèces d'apparitions magiques. Je trouve ça plutôt bien foutu, dans le sens où ça équilibre à la fois esthétiquement, parce que je trouve ça assez classe, un capitaine Space Marine au milieu de ses marines, plutôt que derrière un Rhino en train de donner des ordres à 12 pas en bulle, ce genre de choses. Et puis, en termes de jeu aussi, c'est assez simple, il donne un effet à l'unité qu'il rejoint, pas forcément aux autres. C'est plus lisible, c'est plus joli, et donc j'aime bien cet équilibre-là. Et même si on peut tout à fait bourrer un maximum de personnages au sein d'une liste, parce qu'on en a toujours plus en termes d'options, il y a quand même un côté assez intéressant dans ce trade, dans cet échange qu'on fait au moment où on fait notre liste, parce qu'on peut se dire, ok, je mets 10 Space Marines, mais peut-être que pour le prix de 20 Space Marines, eh bien j'ai 10 Space Marines et un capitaine. Et donc très vite on se demande, est-ce qu'on doit occuper la table? Est-ce qu'on doit avoir plus de corps au final? Est-ce qu'on doit avoir des personnages qui vont renforcer ces différents corps ou plutôt miser sur le nombre? Il y a un certain nombre de choix qu'on a à opérer en amont de la partie, mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont à la fois assez lisibles pour nous, parce qu'il s'agit ou non de renforcer une unité quelque part, comme pour l'adversaire. Il va très vite voir, lui ou elle, si vous avez mis des personnages dans un certain nombre d'unités. Et puis, il y a des limitations assez évidentes, comme le fait de pouvoir ne mettre qu'un seul personnage, à quelques exceptions près, par unité, etc., etc. Donc je trouve qu'on a atteint un niveau très satisfaisant. À Age of Sigmar, que je connais un petit peu moins en ce début de V4, on a une forme de limitation aussi. Ils n'ont pas choisi d'ajouter des personnages à des unités et à vous obliger, ou du moins à vous inciter à les jouer comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit des bulles d'effets qui sont un peu plus réduites. On a aussi des unités et des personnages qui, en termes de règles, dans la façon dont elles sont écrites, vont être activées à peu près au même moment et donc un petit peu casser ce rythme d'alternance qu'on a au niveau du corps à corps Age of Sigmar. Donc on voit mine de rien que les héros reviennent un petit peu dans le rang, si j'ose dire, et là aussi ça fait plaisir, même si, bon,
on va en reparler plus tard, mais la nature de Age of Sigmar fait que les héros, le Hero Hammer est toujours bien présent. Alors maintenant que je vous ai un petit peu parlé de moi et je vous ai un petit peu parlé de l'histoire de Games Workshop par rapport à cette tendance, on peut peut-être se demander pourquoi finalement le Hero Hammer est resté si populaire. Eh bien, il y a des bonnes raisons pour cela, et je pense que la première, elle est assez simple, c'est parce qu'on en a besoin. Ok, merci Thibaut, ça va pas chercher très loin, dis-nous-en un peu plus. Effectivement, on en a besoin pourquoi ? Pour se représenter, et puis représenter. Alors représenter déjà quoi ? Effectivement, les commandants, les armées que on joue à Warhammer 40 000, comme les armées de notre monde, eh bien, elles opèrent rarement sans commandant à différents échelons. Il y a effectivement une échelle dans les grades, il y a une chaîne de commandement à respecter, il y a peut-être des héros plus connus que d'autres, même s'ils ne sont pas forcément tous au même niveau de puissance, il y a un certain nombre de personnages qu'on va identifier comme étant les leaders de notre force, et ça c'est assez important. D'autant plus important donc parce que je parlais de se représenter, sous-entendu sur la table, effectivement, on a quand même tendance plus souvent à s'identifier au commandant de sa force, que ce soit un capitaine Space Marine ou que sais-je, qu'à un simple soldat de cette force. Bon, après, c'est tout à votre honneur si vous imaginez comme un simple scout et pas comme un maître de chapitre, mais c'est vrai que c'est quand même souvent plus rigolo de s'imaginer dans le rôle du leader, puisque après tout, c'est nous qui avons investi tous ces euros et tout ce temps dans cette armée, donc pourquoi pas imaginer qu'on ait effectivement le capitaine Space Marine représenté sur table, et puis, à défaut de pouvoir totalement se transférer dans le corps de ce Space Marine ou de ce héros, eh bien on peut imaginer s'identifier à un personnage épique ou nommé qui lui va souvent avoir un background un peu plus développé, un lore, un fluff assez dense auquel on va pouvoir se raccrocher, et donc là aussi on va avoir envie de placer ce héros sur table pour mieux s'incarner sur les tables de jeu. Autre raison pour laquelle le Hero Hammer continue d'être si populaire à mon sens, c'est aussi parce que c'est cool. C'est vrai que les figurines de personnages sont souvent un cran au-dessus d'un point de vue détail, d'un point de vue classe, d'un point de vue mécanique de jeu même, et puis comme je le disais aussi, d'un point de vue fluff. On a plus de choses à se mettre sous la dent, et donc on a envie quelque part de jouer avec ces jouets-là spécifiquement, ça me paraît assez logique, et c'est vrai que sur table, ça a toujours son petit effet, ça a toujours de la gueule, donc quoi finalement de plus sensé que de placer des héros sur nos listes, et ensuite les faire s'affronter avec ceux de l'adversaire. Il y a aussi des raisons plus spécifiques, on en parlait tout à l'heure, mais à Age of Sigmar, on a énormément de héros, et des héros avec une échelle de puissance, comme on dit dans les cercles bien nerd, qui est tout à fait extravagante. Effectivement, on a du simple humain, des petits nains, des orques, mais on a aussi des personnages qui vont diriger ces armées, des demi-dieux qui vont diriger eux-mêmes les personnages qui dirigent ces armées, et même parfois on a l'occasion de jouer des dieux purs et simples, comme par exemple Nagash, et effectivement ça fait toute la différence sur la table, ça fait toute la différence aussi dans la nature de ce jeu dans lequel les dieux s'affrontent, ils sont beaucoup plus visibles, ils se montrent aux yeux des mortels et ils vont interagir avec eux de manière beaucoup plus directe. Donc il y a vraiment une sorte de déification en fait de l'univers de Warhammer à travers Age of Sigmar. Il y a d'ailleurs pas mal de personnages qui sont devenus des dieux mais qui n'en étaient pas lorsqu'ils étaient dans le monde qui fut, dans le monde de Warhammer Fantasy Battle, et ça je pense que c'est vraiment pas anodin dans le fait que ça a vraiment nourri, renforcé ce Hero Hammer, et donc on peut pas passer à côté, c'est-à-dire que si aujourd'hui on aime de près comme de loin Age of Sigmar, eh bien on est un petit peu obligé de composer avec ce Hero Hammer. Alors c'est pas tellement une excuse, comme on le disait, Warhammer Fantasy Battle a aussi souffert du Hero Hammer, mais c'est sûr que Age of Sigmar a complètement ouvert les vannes de ce point de vue-là et a finalement décomplexé l'idée, la présence de Dieu sur table. Tout ça maintenant c'est assez finalement banal pour le Warhammer d'aujourd'hui, qu'on se place effectivement du côté des royaumes mortels, mais même de Warhammer 40 000, c'est plus tellement rare d'imaginer des combats de primarques, des combats de personnages nommés. On voit de plus en plus dans les listes et dans les collections des joueurs des personnages nommés qui vont s'affronter, qu'ils soient aux commandes d'une unité ou de toute une armée, pour l'emporter, et puis pour l'amour de la belle castagne aussi. On peut peut-être imaginez également qu'il y a un certain nombre de tendances qui sont extérieures à Warhammer 40 000, mais qui viennent de la pop culture en général, dans laquelle
d'ailleurs je dis Warhammer 40 000, mais tous les wargames de Games Workshop s'inscrivent, qui a poussé l'éditeur à nous offrir toujours plus de personnages et à persister en fait dans cette tendance du Hero Hammer. Alors l'une de ces influences, ça pourrait être par exemple la question des champions entre guillemets, que on a dans les jeux vidéo. Jeux vidéo souvent multijoueurs, souvent compétitifs, faut penser à Overwatch, faut penser à League of Legends, vous en connaissez sans doute encore des tonnes après ces deux-là. On a effectivement une logique de personnages très identifiés, qui vont avoir un look précis, un certain nombre de répliques, un certain nombre de capacités aussi en termes de jeu, et qui vont en fait générer l'intérêt des gens et aussi susciter en retour quelque part de la créativité sous toutes ses formes et puis de l'amour tout simplement. Des fois, on aime moins un jeu, comme par exemple c'est mon cas Overwatch 2, j'ai un petit peu lâché, mais j'adorais Overwatch et son univers, notamment parce qu'il y avait quelques persos qui m'avaient tapé dans l'œil et que j'avais appris à aimer au fur et à mesure des parties. On peut se dire que Games Workshop s'est bien rendu compte de cette tendance-là, et c'est peut-être pour ça aussi qu'en 2015, à l'époque où ces jeux-là explosent, Age of Sigmar est relancé avec toujours plus de héros. Et enfin, on peut se dire aussi que ça arrange bien l'éditeur quand il s'agit de remplir des boîtes de lancement. J'ai dit boîte, donc vous buvez en principe, j'espère du café, mais pas autre chose. Bref, vous l'avez sans doute remarqué, au moins depuis la V8 de Warhammer 40 000, mais c'était aussi le cas en V2 Age of Sigmar, et puis même peut-être dès la première édition finalement, il y a énormément en fait de héros dans ces kits de lancement. On a effectivement deux armées qui s'affrontent, les règles, souvent des dés, des réglettes, etc. Mais on a surtout masse de personnages quoi. J'ai fait l'acquisition très récemment de Scaventide. Je pense qu'il y a au moins 4 personnages par faction, donc ça fait 8 personnages au sein d'une boîte où il y a une petite centaine de figurines. Et je pense que Games Workshop les place ici parce que c'est effectivement plus joli et plus varié que de multiplier le nombre de figurines au sein d'une même unité. Parce que si on regarde un petit peu avec ce qui se faisait avant, et j'ai par exemple en mémoire la boîte de lancement de la V2 de Warhammer 40 000, dans laquelle il y avait des dizaines et des dizaines de grottes, donc de petits gobelins pour les orques à Warhammer 40 000. Bon, c'est sûr, c'est sympa d'avoir beaucoup de figurines. À Warhammer Fantasy Battle, il y avait aussi des boîtes de lancement où c'était vraiment copieux en termes de figurines, mais c'est pas forcément toujours un effet durable. Les gens se disent, ok, c'est cool, je vais avoir une grosse armée, mais bon, je vais peindre 20 grottes, 40 nains, 40 scaven, etc., etc. C'est peut-être plus appréciable si entre ces figurines-là, ou même à la place de certaines d'entre elles, on a un petit perso qui vient ramener un peu de charisme, un petit peu d'originalité, tout simplement aussi un petit peu de variété dans les silhouettes, dans les formes, et puis bien sûr ensuite dans les tables de jeu. Donc on peut imaginer que c'est aussi pour ça que le Hero Hammer, il est si populaire encore aujourd'hui. Alors maintenant, vous en doutez, il y a un revers à cette médaille, et si j'avais envie de vous parler du Hero Hammer, c'est aussi parce que je pense que ça a pas mal d'effets néfastes sur notre hobby. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de déverser ma haine là pendant les 20 prochaines minutes, je vais essayer de faire court et surtout, après ça, sur ces fameux griefs, je vais essayer de vous proposer des nuances qui nous permettraient peut-être de réconcilier un peu la tendance Hero Hammer avec un certain nombre de contraintes créatives et ludiques qu'on peut avoir quand on est fan de notre cher hobby. Mais d'abord, pourquoi effectivement le Hero Hammer peut être un petit peu embêtant ? Alors déjà parce qu'il y en a trop en fait, des personnages. Il y a des figurines un petit peu excuses pour remplir les boîtes de lancement, comme on le disait. Il y a des figurines collector, il y a des figurines anniversaires, il y a des figurines en plus qui vont se rajouter à, par exemple, une combat patrol ou une Spearhead. Il y aura toujours un petit héros en plus du héros de base, histoire de dire, bon voilà, ça fait quand même tant d'unités au total. C'est bien pratique pour Games Workshop de les mettre un peu partout et à toutes les sauces. Alors on comprend pourquoi, parce que effectivement ça coûte moins cher à développer et ensuite à placer dans une boîte en carton que de mettre des grappes et des grappes et des grappes, mais effectivement plus il y en a et plus on a tendance à les invisibiliser. Il y a un bon exemple de ça, c'est tous les mèmes qu'il y a eu par exemple sur les lieutenants primaris à Warhammer 40 000, où voilà, on voyait un Space Marine du grade lieutenant dans telle ou telle armure, avec tel ou tel équipement, de tel ou tel chapitre. Je pense qu'il y en a eu des dizaines. La même chose a existé ou même existe encore aujourd'hui à Age of Sigmar. Je mets au défi
les gens de me citer plus de 3 personnages de la gamme Stormcast, tant elle est parsemée de personnages. Alors, assez ironiquement, en ce début de 4e édition, il y en a un certain nombre qui ont disparu ou vont disparaître, mais c'est vrai que c'est quand même complètement chiant de devoir retenir un 10e, un 15e personnage qui finit en or et qui est juste légèrement différent que le bonhomme d'à côté. Je pense que Games Workshop a vraiment abusé en termes de quantité sur ces personnages-là, d'autant que parfois ce qui les différencie entre eux est extrêmement minime. Quand on pense au fait qu'il y a des archivistes en armure Terminator, en armure Phobos, en armure standard, que sais-je, en fait, au bout d'un moment, c'est compliqué quoi de se dire ok, c'est autre chose qu'un autre sorcier, et c'est encore pire, je crois, à Age of Sigmar qui n'a pas, eh bien, toute cette connaissance accumulée au fur et à mesure des éditions et des années sur le fait qu'effectivement les Space Marines utilisent différentes formes d'armure, qu'en fonction des chapitres, on pourrait voir plutôt un archiviste en Terminator et puis dans un autre plutôt des archivistes en armure Phobos. On peut encore se justifier, se dépatouiller comme ça. À Age of Sigmar, franchement, quand on a par exemple la version Chevalier Arcanum et Seigneur Arcanum, donc les sorciers des Stormcast, on se dit vraiment il fallait trouver une excuse pour faire 2 sorciers, mais on peut utiliser les figurines de manière totalement interchangeable et tout le monde s'en fout. Donc ça, je pense que c'est vraiment dommageable parce que du coup ça étend les gammes un peu à l'infini et puis il y a un côté un peu trop plein quoi. En fait, le ventre de ces gammes grossit et puis on risque l'indigestion au fur et à mesure des éditions. Pourquoi c'est chiant aussi le Hero Hammer? Ça, je pense que je vais rien vous apprendre, mais c'est aussi que c'est cher. Les personnages sont extrêmement chers. Ce sont peut-être les figurines les plus chères parmi la gamme de Citadel Miniatures qu'on ne connaît pas vraiment pour être bon marché ou accessible. Mais c'est vrai que même parmi un hobby qui peut coûter cher, comme tant d'autres par ailleurs, mais peu importe, c'est pas le débat aujourd'hui, c'est vrai que ces personnages-là, ils sont fatigants. Quand on doit mettre la main au porte-monnaie pour un commissaire par exemple de la garde impériale et lâcher 30 balles, ce qui vaut à peu près en termes de points, 30 points dans une liste d'armées, franchement ça fait mal au cœur et ça fait mal ailleurs si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que là-dessus c'est aussi vraiment terrible ce qui est en train de se passer au fur et à mesure des éditions avec des personnages qu'on accepte de payer quasiment plus de la moitié, voire même parfois le prix d'une unité pour certaines armées. Honnêtement, il n'y a pas si longtemps, c'était autour de 30-40 euros 10 figurines, et puis maintenant on a des personnages qui peuvent avoisiner les 35, les 37 ou que sais-je. Donc ça fait un petit peu mal parce que souvent c'est pas une question de grappe ou même de contenu. D'ailleurs, ce n'est pas du tout, d'après ce que j'ai compris en enquêtant au fur et à mesure sur Games Workshop, en écoutant des podcasts, des anciens, etc. C'est qu'en fait les personnages sont chers, non pas parce qu'ils sont compliqués à produire, encore que c'est vrai qu'il y en a toujours plus, ils sont plus détaillés, il y a peut-être une forme d'excuse de ce côté-là, mais ils sont surtout chers parce qu'ils sont durs à rentabiliser. Les gens ont besoin de moins de personnages, ils vont généralement, par exemple, acheter un Capitaine Space Marine. En revanche, il y a de grandes chances pour qu'ils achètent 2 boîtes d'intercesseurs, au moins 2. Donc forcément, on les met un peu moins cher parce qu'on sait sur la durée, on va les rentabiliser. En revanche, il y a un certain nombre de personnages qu'on sait être uniques, et donc il faut qu'à chaque fois que un joueur va craquer pour ce personnage unique, eh bien il passe la main au porte-monnaie de manière la plus forte possible. Et ça nous donne effectivement une économie qui, de plus en plus, je trouve, est difficile à assumer, surtout quand les règles nous incitent à jouer des personnages et des listes qui s'appuient sur ceux-ci en fait. On a envie de les jouer, mais chaque fois qu'on doit passer à la caisse, ça fait quand même un petit peu mal. Il pourrait avoir des solutions pour un certain nombre de factions, je pense notamment à toutes les factions qui sont sur un gabarit entre guillemets d'humain, dans laquelle on a besoin d'un certain nombre de personnages. Je pourrais effectivement citer la garde, parce qu'il y a les commissaires, il y a un certain nombre d'officiers, etc. Ça pourrait en fait être dans des kits à 50 balles, à 60 balles même, dans lesquels il y en a 2, 3, peut-être 4, parce que, eh bien, effectivement, ça serait plus facile à rentabiliser, et puis, on aurait cette espèce d'état-major, en fait, qu'on pourrait acheter, et qu'on pourrait jouer, effectivement, si on a envie de jouer les 4, on les met, et puis si on veut jouer un des 4, au moins, on a tout, et puis, je sais pas, le reste, on a du bits, ou un jour, ça pourra servir. Moi, je trouve que ça serait amusant, et même, en fait, super cool d'un point de vue modélisme que chaque faction, y compris ces factions dont le gabarit comme ça est un peu petit et où les personnages à 30 euros font particulièrement mal, et ben qu'on les regroupe dans des espèces de kits où on pourrait effectivement un petit peu lisser le prix et puis aussi s'amuser d'un point de vue modélisme, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, il nous faut aussi parler du côté fluff, parce que effectivement, on voit que d'un point de vue lore, d'un point de vue background, du point de vue de l'historique en fait de Warhammer
Age of Sigmar comme de Warhammer 40 000, généralement, la tendance est assez nette. Le Hero Hammer, c'est trop de héros qui tuent le héros. Au bout d'un moment, ça a plus trop de sens si en fait tout passe à travers des personnages et notamment des personnages épiques parce que on se dit en fait il n'y a rien qui n'est construit sans eux et il ne se passe rien sans eux. Et puis le revers de la médaille de tout ça, c'est quand on n'a pas de nouvelles, par exemple d'un démon Primarque, d'un Léontus ou que sais-je, on a un peu l'impression que potentiellement ils foutent rien. C'est-à-dire que ils sont si puissants, ils sont si importants qu'une fois qu'ils sont rentrés sur scène, on ne voit plus qu'eux et ça invisibilise tous les autres. Et on se demande même à l'inverse, une fois que les autres peuvent enfin reprendre un petit peu de leur superbe, où sont passés les grands gaillards que sont les robots de Gilliman, les Lionel Johnson, les Kragnos en fait de ce monde. Et ça, je trouve que c'est un petit peu emmerdant et ça a tendance, je pense, à vraiment appauvrir le fluff de ces dernières années. Et je préfère complètement quand on me cite des personnages qui n'existeront absolument jamais en figurine, voire même des trucs complètement obscurs, des titres, des rôles, des fonctions qui ne sont pas du tout représentés sur la table parce que, après tout, ce qu'on lit dans les livres de règles, ce qu'on lit dans les codex, dans les livres d'armée, c'est pas forcément ce qu'on incarne sur les tables de jeu. Ce qu'on joue, nous, avec nos dés, ce n'est jamais qu'une petite fraction de tout ça, et je pense que c'est important de se le rappeler et de ramener, en fait, l'univers à une échelle un peu plus macro et pas micro sur quelques personnages qui, en fait, sur les épaules, auraient tout le sort de la galaxie. Non, je pense que ça marche moins bien comme ça. Notamment parce que c'est la nature des mondes de Warhammer d'être un peu plus sociaux, d'être un peu plus globaux et un peu moins héroïques. Certes dans le sens, on va dire, lumineux, mais aussi dans le sens incarné par des héros. Il fut un temps où finalement on savait qu'il y avait des Marneus Calgar, on savait qu'il y avait des Teclis, etc. Mais c'était pas forcément eux qui étaient les acteurs majeurs de toutes les batailles, de tous les changements dans le monde. Il pouvait se passer des choses qui étaient complètement extérieur à leur contrôle, et ça je trouve que c'était beaucoup plus intéressant. Au final, Warhammer 40 000 et même Age of Sigmar, ça s'intéresse plutôt aux petites gens, on peut le dire comme ça, aux soldats qui se sont envoyés sur le front, quels qu'ils soient, même un Space Marine, même une création aussi surhumaine et puissante qu'un Stormcast, finalement c'est jamais qu'une sorte de chair à canon ou de pion en fait dans l'échiquier cosmique qu'on a dans ce jeu-là. Mais pourtant, on s'intéresse à ces petits gars-là avant de s'intéresser à des Nagash et ou à des Primarques démons, que sais-je. Franchement, moi je l'ai toujours vécu comme ça, et j'ai toujours aussi vécu comme une espèce d'incitation à dire finalement vous n'êtes pas grand-chose. Les univers de Warhammer, et spécifiquement Warhammer 40 000, le rappellent souvent bien. En fait, dans ce monde-là, on n'est rien du tout. Il n'y a que la guerre, il n'y a que le rire des dieux cruels, et finalement, qu'est-ce qu'on est? Pas grand-chose, mais c'est ça en fait. C'est cette espèce d'écart assez phénoménal entre la toile gigantesque sur laquelle nous on va peindre, et puis les petits détails qu'on va y mettre, hein, le petit soldat avec la baïonnette qui va faire une différence en dégommant un Banblade, que sais-je, tous ces petits moments, qui soient ceux du fleuve, qui soient ceux de vos parties, ils font la différence et ils créent en fait les véritables héros de ce monde, qui ne sont pas nécessairement issus de l'empereur, qui ne sont pas nécessairement des dieux. Bref, vous m'avez compris, je pense que ce tendance Hero Hammer, quand elle est jouée à fond, elle a vraiment une sorte de culpabilité, elle a quelque part presque du sang ou du moins de l'encre sur les mains parce que elle joue un petit peu à l'encontre de ce que Warhammer a toujours fait. Et puis si on veut mettre un clou dans le cercueil du Hero Hammer, il faut aussi rappeler que malgré toute la passion que Games Workshop peut déployer pour ses personnages, c'est-à-dire le nombre de personnages conçus au sein d'une gamme, le nombre de romans ou de lignes de codex qui leur sont consacrés, etc., eh bien les personnages disparaissent malgré tout au fur et à mesure des éditions. Chaque édition, on en perd, les figurines ne sont pas refaites, alors certains finissent par revenir après quelques années d'absence, mais voilà, tout récemment encore avec le Codex Blood Angel, on a perdu par exemple Corbulo, on a perdu le capitaine Tycho. Bon alors certes, on a souvent l'occasion avec Warhammer Legends, donc des datasheets qui ne sont pas considérés comme compétitifs mais qui restent quand même jouables entre amis, de poursuivre leur légende. On a même parfois, dans le cas de Tycho par exemple, aujourd'hui l'opportunité de jouer un capitaine de la compagnie de la mort avec des équipements qui peuvent correspondre à Tycho. Donc il y a toujours moyen de bricoler et je vous incite à le faire. Pareil pour Yarick et la garde impériale, peut-être qu'on peut jouer Yarick et sa garde personnelle sous la forme des fantômes de Gaunt par exemple.
Mais c'est vrai que ces personnages finissent toujours par disparaître, comme si finalement la gloire dont on les entourait au fur et à mesure des éditions n'est jamais que temporaire. Et c'est un petit peu pour le coup raccord avec l'univers de Warhammer 40 000 et des Age of Sigmar, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant d'investir autant d'énergie, d'euros et de temps pour ces personnages nommés, épiques, etc. Et puis de les voir disparaître au fur et à mesure des éditions parce qu'ils tombent en désuétude, parce qu'ils ne proposent pas de mécanique intéressante ou parce que tout simplement les gammes deviennent de plus en plus larges et qu'ils doivent faire leur place à des nouveaux héros. Mais assez parlé des griefs que je peux avoir avec le Hero Hammer, vous me direz d'ailleurs en commentaire partout où vous pouvez le faire, que ce soit sur Discord, sur les commentaires YouTube ou ailleurs, eh bien qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment la balance pèse plutôt du côté le Hero Hammer c'est cool ou finalement le Hero Hammer, ah ouais c'est vrai que quand on y pense ça fait quand même un petit peu de mal à nos univers favoris. Bon, on va essayer de trancher avant de se quitter en proposant quelques conseils pour justement équilibrer cette fameuse balance. Alors moi, c'est un certain nombre de règles que j'applique, on va dire, de mon côté dans certaines parties. Déjà, un bon truc qu'on peut toujours avoir en tête, c'est d'essayer de faire des listes sans héros nommés / épiques, ou alors les réserver, ces fameuses listes, à de gros événements. Des parties à 2000 points minimum, par exemple, ou arriver à la fin d'une campagne, ou parce qu'on se regroupe entre potes et on fait une grosse apocalypse. Bon, il y a plein de prétextes pour lesquels déjouer ces personnages, mais c'est vrai que c'est important, même si ça me paraît assez basique comme conseil de le rappeler, parce que on est quand même largement incité à jouer des héros, et parfois même on en est presque obligé. Je sais notamment, pour parler d'une faction qui m'est très chère, que la garde impériale aujourd'hui, beaucoup de joueurs se sentent obligés de jouer Leontus parce qu'il donne 3 ordres à n'importe quel type d'unité et ça le rend assez incontournable par rapport à toutes les autres options du codex. Donc on commence souvent les listes avec lui et puis on lui donne un gang. Et ça c'est aussi finalement un problème du Hero Hammer, c'est qu'on a moins tendance à jouer des armées, une sorte d'équipe de héros, ou en tout cas de héros accompagnés d'une espèce d'escorte. Et ça peut avoir du sens pour pas mal de héros, notamment les Space Marines se battent pas à 10 000, donc c'est assez évident d'imaginer qu'un capitaine nommé puisse être entouré de 50 bonhommes parce qu'il y a une demi-compagnie qui débarque sur une planète pour casser la gueule à du Xenos, mais sur certaines armées, ça ne fonctionne pas. Et souvent, ce sont les armées qui sont justement plus populeuses, plus sociales, plus anonymes. Et c'est vrai que je pense qu'il faut nuancer tout ça en essayant d'éviter d'avoir trop de personnages nommés tout le temps. Après, une alternative, notamment quand on s'en sent obligé ou même parce qu'on a envie en fait d'utiliser les capacités toujours un petit peu cool, un petit peu juteuses de ces personnages nommés, eh bien c'est d'aller faire sa propre version de ces fameux héros nommés épiques. Du coup, vous notez, si vous avez été attentif, que mes griefs sur le Hero Hammer, ça concerne quand même beaucoup plus les héros nommés / épiques que les héros génériques qu'on va créer pour soi. Mais je reviendrai là-dessus. Fermons la parenthèse, et effectivement, disons-nous que même quand on joue des héros épiques, rien ne nous interdit de prendre la datasheet, la fiche d'unité de ce héros épique, et d'imaginer notre propre version de ce héros. Donc si je reprends l'exemple de Leontus, est-ce que j'ai envie de jouer Leontus, le seigneur solaire de la garde impériale, ou est-ce que j'ai envie de jouer le haut général, la seigneurie de je ne sais quoi, qui est le commandant de tel secteur où se passent les batailles que je fais moi et mes potes. Et tiens, est-ce qu'il serait pas sur une espèce de petit véhicule ou un quad, parce que je sais pas, c'est un haut général qui vient de Catachan, c'est un mec qui est proche de ses hommes, donc il va pas être sur un cheval blanc, il va être sur un quad couvert de boue. Bon voilà, on prend le même socle, on bricole, et on a notre même perso. Bien sûr, tout ça, c'est tout à fait possible à Age of Sigmar, et notamment pour des héros nommés qui seraient à dos de monstres et qui sont extrêmement balèzes. Alors c'est sûr, quand on parle de vrais dieux comme Kragnos et les autres, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais pour tout ce qui est légèrement en dessous, voire même beaucoup en dessous, là je pense que c'est tout à fait faisable d'imaginer qu'effectivement, si on joue les cités de Sigmar, on va peut-être pas jouer la générale sur Manticore dont le nom m'échappe, Talia Verda je crois, mais on va faire un perso qui sera, je ne sais pas, sur un dragon de Warhammer Fantasy Battle qu'on a récupéré, et puis on va bidouiller, voilà.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut toujours bidouiller. C'est pas parce que c'est nommé, que c'est unique, que c'est épique et qu'on peut en jouer qu'un seul, que on est obligé de le jouer, on va dire, un petit peu dans le skin, dans le visuel qu'on a l'habitude de voir. Et donc on peut tout troquer. Et puis tant que vous respectez à peu près, je sais pas, la taille de socle, l'esthétique, l'ambiance en fait générale qui se dégage de cette figurine, c'est, je pense, de bonne guerre, sans mauvais jeu de mots, de le faire. Et je sais pas, ça se trouve même Archaon peut être remplacé par notre propre version d'Archaon qui serait un seigneur du chaos sur un dragon extrêmement balèze. Ou peut-être qu'il y a un monde dans lequel on peut le représenter sous la forme de un certain nombre de cavaliers regroupés sur le même socle, qui serait par exemple un seigneur de la Varangarde accompagné de ses hommes. Je pense que c'est donc toujours faisable et qui plus est appréciable de tenter ce genre de choses en 2024. Et pour les années à venir si vous m'écoutez dans le futur. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire de notre côté. Games Workshop aussi, on l'a vu, a sa part de responsabilité. Et donc, un certain nombre de choses pourraient être déployées du côté de la firme britannique pour nous aider. Alors déjà, moi je pense que, quelle que soit notre position vis-à-vis du Hero Hammer qu'on aura développé dans cet épisode, eh bien, il faut quand même limiter le nombre de personnages à un moment. Ça devient un petit peu ridicule, notamment à Warhammer 40 000, où parfois les nouveaux personnages sont une sorte de lot de consolation pour les armées qui n'auraient que leur nouveau codex à se mettre sous la dent à chaque nouvelle édition. Alors, on va pas revenir sur l'entièreté du business model de Games Workshop qui nous incite à jeter notre codex tous les 3 ans et à chaque nouvelle édition pour au final les remplacer par d'autres qui seront jetables 3 ans plus tard. Mais on pourrait quand même aussi se dire, pendant longtemps, qu'on a fait sans. Il y avait parfois pas de sortie, parfois il y avait même pas de codex. Alors c'est sûr, quand les gens en face ils avaient des gammes entières à se mettre sous la dent, ça faisait chier. Mais est-ce que avoir un petit personnage inventé au débeauté, à peine, enfin parfois pas bien sculpté, pas bien démoulé d'un point de vue fluff, etc. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Pendant longtemps, j'ai pensé que ce petit perso, il faisait quand même plaisir, il rappelait au monde que la gamme, elle vivait. On l'a vu. J'ai en tête, par exemple, les hommes bêtes à Age of Sigmar qui ont disparu au profit de The Old World. Et ben voilà, en V3, ils ont eu un nouveau personnage. Les gens se sont dit, ok, c'est pas la fin, il va avoir quelque chose. Et puis patatras, en V4, l'armée disparaît complètement du jeu. Donc c'est pas comme si c'était non plus un sort de protection absolument intestable. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être un petit peu revoir ce genre de truc. Peut-être aussi se dire, ouais, on a déjà été chercher tel ou tel archétype. J'ai en mémoire le personnage récent du Genestealer Cult, qui est un nouveau psycheur. Alors certes un peu plus mutant, un peu différent, c'est sûr, hein, on va toujours aller chercher des niches et il faut étendre les gammes comme on le peut. Mais quand je me dis qu'on arrive à un personnage psycheur numéro 3, finalement, devant le Magus ou Primus, je ne sais plus, et le patriarche des Genestealer Cult, je me dis que finalement, il y a trop de redites, quoi. On joue tout le temps la même note, est-ce qu'on peut pas aller chercher autre chose ? Ou est-ce qu'on peut pas se dire, tiens, plutôt que de sortir pendant 2 éditions 2 personnages, eh ben on va les affamer, certes, un peu pendant 2 éditions, mais à la 3e, il y aura une nouvelle unité à se mettre sous la dent. Franchement, par moment, ça ferait quand même rudement plus plaisir de pouvoir mettre la main sur une unité qui a du caractère, qui a un truc à proposer esthétiquement et ou en termes de fluff. Et on le voit d'ailleurs avec la multiplication des sorties du côté des jeux, on va dire, spécialistes ou même des jeux d'escarmouche comme Kill Team et Warcry, que de temps en temps, en dépit ou non de l'actualité d'une faction, on peut voir apparaître de nouvelles unités via ces jeux et ça fait franchement plaisir. Je ne sais pas si c'était exactement le cas, mais c'est un peu comme si le codex Warhammer 40 000 de la garde impériale sortait aujourd'hui et que demain on avait un nouveau régiment représenté. Bon, bah même s'il n'y a pas tout de suite le datasheet ou qu'il faut aller imprimer un PDF, bon bah c'est pas grave, ça fait une sortie un peu voilà entre 2 codex. On peut aussi casser le rythme et arrêter d'attendre tous les 3 ans pour avoir parfois finalement pas grand chose d'autre qu'un perso déjà vu. Après, si Games Workshop veut absolument nous inciter à jouer d'un point de vue peut-être plus ludique des personnages, ou même parce que ça éclate, parce que c'est vrai, hein, là je parle en tant que narrative designer / writer pour le jeu vidéo, on a besoin de personnages pour incarner aussi les récits, c'est normal. Donc je peux comprendre pourquoi les concepteurs d'une part pour l'aspect ludique et les rédacteurs de l'autre part ont envie de créer ces personnages. Maintenant, est-ce qu'on peut pas revenir à ce qu'on avait justement en cette 5e édition de Warhammer 40 000, à des personnages nommés,
épique, avec une histoire, avec un look bien défini, via une illustration, via simplement un texte capable d'inciter notre imagination à s'envoler, à fonctionner, à balle. Est-ce qu'on pourrait pas juste recréer en fait des personnages effectivement qui n'ont pas de figurines mais qui ont leur page dans un codex et on nous dit bah voilà, lancez-vous, ce personnage là il existe, il n'a pas forcément de figurines mais on peut le convertir, on peut peut-être même nous montrer le résultat d'une conversion du studio. Hein. On sent que par exemple dans le bouquin Spearhead qui est sorti avec la V4 de Age of Sigmar, on voit les Spearhead des gens qui travaillent au QG de Games Workshop à Nottingham. Ce ne sont pas les armées du studio. Il y a des niveaux de peinture qui sont différents, il y a des couleurs et des schémas de couleurs qui sont aussi différentes. Et ça fait plaisir. Franchement, je trouve ça cool, cette variété-là. Elle incite les gens à se lancer dans le hobby tel qu'il a été pensé à l'origine, c'est-à-dire un hobby très personnel mais aussi très créatif qu'on va partager avec d'autres gens. Et donc quelque part en réalisant notre propre vision de telle ou telle armée, en l'occurrence de tel ou tel personnage, eh bien on crée quelque chose d'assez joli pour nous, mais les autres vont pouvoir aussi réagir. Ah, c'est comme ça que tu voyais tel perso. Ah, bah j'aime bien. Bah moi aussi dans mon armée, j'ai tel perso que j'ai pu créer avec tel kit ou peut-être c'est l'occasion de ressortir des vieilles figurines. Peut-être que il faut pas refaire Alraem pour la garde impériale comme je le disais dans notre précédent épisode, mais il faut refaire un espèce d'archétype d'officier un peu mystérieux qui va faire apparaître des personnages sur la table. Et puis voilà, peut-être qu'il a un autre nom, peut-être qu'il a même pas de nom, mais que c'est juste aussi un personnage générique sur lequel on peut aller greffer des illustrations, des idées, des conversions. Ça, pour moi, ce serait peut-être un bon moyen de sublimer cette tendance au Hero Hammer et donc finalement de la faire perdurer tout en amenant un minimum de créativité, ce qu'elle a tendance souvent à faire disparaître, certes sur les tables de jeu, parce qu'on va utiliser les mécaniques les plus fortes, qui seront sans doute celles des personnages, mais aussi dans les gammes, parce qu'une armée qui est faite de personnages, ça ressemble quoi? Ça ressemble aux foutus Avengers, en fait, ça ressemble pas forcément à une armée, et ça c'est un petit peu emmerdant, et du point de vue fluff, c'est la même chose, c'est ce fameux syndrome des films Avengers, c'est une fois qu'on les a vus tous ensemble, pourquoi quand on regarde Thor ou Iron Man, pourquoi il est tout seul, pourquoi les autres vont pas l'aider, et pourquoi finalement cet univers ne doit s'exprimer qu'à travers un certain nombre très limité de personnages. Ça, je trouve que c'est emmerdant pour Warhammer 40 000 comme Age of Sigmar de continuer à fonctionner comme ça, et donc il nous faut trouver des solutions pour faire en sorte que on ne chavire jamais complètement vraiment dans un Hero Hammer qui serait vraiment stupide à base de champions. Eh bien, je prends mon champion, je joue sur table, mon fluff c'est de faire avancer ce champion sur l'échiquier cosmique de Warhammer 40 000 ou de Age of Sigmar, et on n'en parle plus, et ça me ferait vraiment mal. Mais je pense que comme on l'aura vu dans cet épisode, il y a un certain nombre d'espoirs et aussi de bonnes tenues de gentlemen wargamer à adopter finalement pour nuancer un petit peu cette tendance et faire survivre un peu à notre manière, et donc une manière, vous l'aurez compris, que je souhaite créative, le Hero Hammer. Voilà pour ce nouvel épisode, comme je disais, de pré-rentrée. Je pense qu'on va essayer de dynamiser un petit peu les choses en faisant plus d'interviews et d'épisodes à plusieurs à partir de septembre et au-delà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre ces épisodes-là. Mais en attendant, j'espère que cet épisode 39 vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un épisode 40 qui va finalement nous lancer sur la rentrée avec un format assez différent puisqu'il s'agira d'une foire aux questions. Donc surveillez les réseaux sociaux @LandRiderPod sur Instagram et Twitter pour poser vos questions. Je ferai des posts au moment voulu. Et puis bien sûr, je vous incite à nous rejoindre sur YouTube et sur Discord pour poursuivre la conversation. Et puis, je vous souhaite une excellente rentrée et qu'au-delà des cartables, des costumes et puis des ordinateurs à brancher, des collègues à retrouver, elles soient aussi faites de jolis games, de jolies figurines et de lectures passionnantes dans les univers de Warhammer. C'était Thibaut, je vous embrasse, ciao.